Téléspectateurs de Renouveau TV de la Guinée et d'ailleurs, merci de cette fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Dimanche Invité. Ce dimanche, nous recevons l'honorable Boubacar Sidiki Diallo. Il est le président du parti Union pour un mouvement populaire, en abrégé UMP, un parti de la Guinée. Je rappelle au passage que l'invité a été ancien membre du CNT sous la transition provoquée par Moussa Dadis Camara et dirigé par un certain général Segouba Konaté. Il est aussi ancien député sous la 9e législature avant l'intervention, l'irruption, si vous voulez, du colonel Doumbouya dans l'arène politique guinéenne. Monsieur Diallo, honorable Diallo, merci d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir fait l'invitation. Honorable Diallo, on le dit, hein, ouais. Comme disait l'autre déjà, le Mali et la Guinée, deux poumons dans un même corps. Déjà, nous constatons que ces deux pays sont aujourd'hui dirigés par une transition, des transitions à la tête desquelles des colonels déjà. Est-ce qu'on peut continuer à énumérer la liste des similarités entre ces deux transitions déjà? Très bien, merci aux téléspectateurs maliens, aux auditeurs de votre radio. De Guinée aussi. Et de la Guinée également, oui, de la Guinée, pourquoi pas. Mais si je dis Mali, je dis la Guinée en même temps. Alors, ces deux pays-là ont déjà une géographie commune. Ils ont une histoire commune à travers l'empire du Manding. Ils ont des civilisations communes qui sont aujourd'hui traditionnellement africo-arabophones à travers la religion musulmane et chrétienne également parce qu'il y a des chrétiens en Guinée comme ici. Donc tout nous réunit et tout nous unit. Donc aujourd'hui encore, l'histoire fait qu'il y ait des transitions. Et au même moment et par des personnes de même grade. Et qui viennent aussi envoyer une même idée, la refondation. Alors, je pensais que la refondation était guinéenne. Et quand je suis arrivé au Mali, j'ai trouvé que la refondation est malienne aussi. Alors, aujourd'hui, la similitude, c'est quoi? C'est que de jeunes colonels ont pris le pouvoir, ont rompu l'ordre constitutionnel, ont envoyé une nouvelle réflexion pour dire « nous devons refonder nos États ». Alors, pourquoi ils viennent soudainement, en plein 21e siècle, par les armes, prendre ça? Et toutes les populations sont derrière eux. Il faut se poser la question. Vous êtes déjà en train de justifier ces coups d'État et en Guinée, au Mali? Je ne justifie pas, je suis en train Vous, en tant que responsable politique, déjà? Je suis en train de faire une étude systématique de ce phénomène de coup d'État. Pourquoi toutes les populations s'alignent derrière un coup d'État après avoir voté pour un président, après avoir voté pour des députés, après avoir accepté la constitution qui les régisse? Une équipe vient pour déranger tout ça et ces deux peuples sont d'accord. Alors, ça doit faire école. Nous devons savoir pourquoi on en arrive là. Alors, la similarité entre ces deux, c'est d'abord les causes. Les causes, c'est le mal commun, la mauvaise gouvernance. Quoique rien ne justifie la violation d'une loi. Les responsables, c'est vous, les décideurs politiques déjà? Non, on n'est pas responsable, mais on est coupable. On est coupable parce que nous avons géré un État, enfin, les présidents qui ont été renversés ont géré des États, et dans ces États-là, il y avait des phénomènes qui constituent le mal de la société. La gabegie financière, le manque de résultats, l'absence de l'État au plus bas niveau, et le peuple était là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de boussole et il n'y a pas... Donc, l'espoir était en train de s'amenuiser. C'est à ce seul prix qu'on peut applaudir un coup d'État, justement, à mon avis. Il y a certains observateurs déjà qui reprochent déjà à ces deux transitions de s'éloigner progressivement des prescriptions démocratiques. Est-ce que telle est aussi votre lecture?
Bon, je pense qu'il y a des efforts. Hein. Ils font des efforts pour rester dans le cadre des attentes, parce qu'aujourd'hui, en Guinée, je n'ai jamais vu la capitale guinéenne aussi en chantier que cette fois-ci. Toutes les rues sont en train d'être faites. Ils ont créé une juridiction qu'on appelle la CRIEF pour réprimer les délits économiques et financiers. Il y a eu des inculpations. Ils ont nettoyé la fonction publique. Ils ont nettoyé, en fait, ça veut dire que tous ceux qui devaient faire prévaloir leur droit à la retraite au niveau de la fonction publique ont été amenés à faire prévaloir ces droits au niveau de l'armée, de la gendarmerie, et ils sont en train de mener des réformes à tous les niveaux. Ils ont changé tous les gestionnaires des administrations publiques, de la base au sommet. Donc ça seulement, c'est des réformes très courageuses. Oui, mais est-ce que vous continuez à applaudir ces réformes? On a vu déjà le domicile de certains acteurs politiques quand même démolis par des bulldozers, M. Diallo. Oui, vous savez, c'est un problème beaucoup questionnable. Dans la procédure, il y a eu quand même des choses qui sont très questionnables. Hein. Il y a des erreurs de procédure. Quoi vous justifiez déjà la démolition de ces maisons je ne justifie pas. Je parle de la maison d'un certain Sidia Touré, d'un certain Selou Dalen Diallo, qui sont quand même des poids lourds de la scène politique guinéenne, qui aujourd'hui sont en dehors du pays pour des raisons que vous savez certainement. Oui. Moi, je souhaite qu'ils fassent prévaloir leurs droits. Mais ce qu'il faut encore retenir, il faut connaître l'histoire de ces bâtiments dont il s'agit. C'est des bâtiments qui appartenaient à l'État et dont le mode d'acquisition par ces fonctionnaires-là laisse à croire qu'il n'y a pas eu c'est-à-dire que rien n'est clair. L'orthodoxie n'a pas été respectée en la matière dans l'acquisition de ces biens, par ces victimes. Et aussi que, vous savez, l'État a un patrimoine dans tous ces pays. Ouais. Et si les fonctionnaires se mettent à récupérer le patrimoine de l'État à leur profit, ça ne donne pas une bonne morale. Même s'ils sont fondés de droit, mais la morale, il manque. Vous comprenez ça? La Guinée était un pays qui avait 3000 bâtis pour les fonctionnaires, au temps de Sékou Touré. Aujourd'hui, la Guinée, sur l'étendue du territoire, n'a même pas 200 bâtis publics pour les fonctionnaires. Alors, si vous devez juger en fonction de ce résultat-là, est-ce que les fonctionnaires qui se sont appropriés les biens de l'État, est-ce que vous pensez qu'ils ont fait du bien pour la Guinée ou ils ont fait du tort à l'État? C'est ça aussi. Maintenant, la forme de récupération, elle est questionnable. C'est pourquoi je dis les faiblesses de nos transitions, c'est dans la forme de récupération et dans la forme de faire passer les idées qu'ils peuvent pécher. Mais comme dit un adage, c'est en essayant de faire le bien qu'on peut faire des erreurs. Cette question, comment l'opinion majoritaire en Guinée observe la transition malienne déjà? Alors, la transition malienne inspire beaucoup celle de la Guinée. D'abord, nous prenons pour fierté... Peut-être le coup d'État du Mali a inspiré celui de la Guinée aussi. On pourrait le dire. Mais nous avons quand même une forte fierté par rapport au comportement des autorités de la transition malienne. Lorsqu'on a écouté le ministre malien s'exprimer à la tribune des Nations Unies, mais le Premier ministre malien, mais tous les Africains en étaient fiers. C'est comme s'il était guinéen, ou en tout cas chacun dans sa position se retrouvait en lui. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin d'être infantilisée. On a besoin d'être accompagné dans un partenariat respectueux. Et aujourd'hui, c'est ce que le Mali est en train de montrer à l'opinion internationale, que toute collaboration basée sur des positionnements d'ego ou des ascendances ne les intéresse pas. Donc, hier, nos aînés n'étaient pas capables de mettre dehors une représentation diplomatique d'un pays européen. Okay. Mais aujourd'hui, le Mali en a fait la preuve qu'on peut vivre et survivre de nos propres efforts. Et ça, je crois, c'est une leçon. Il faut que l'Afrique apprenne à vivre de ses réflexions, de son intuition, comme nos parents l'ont fait. Okay.
Monsieur Diallo, à un moment donné, on a pu constater que la Guinée, le Mali et même le Burkina Faso étaient dans une sorte de résistance contre la CEDEAO. Doumbouya qui prend l'engagement de respecter scrupuleusement les délais impartis à la transition guinéenne. Est-ce que vous pensez que déjà la Guinée a finalement, vous croyez déjà à cet engagement pris devant la CEDEAO par le colonel Doumbouya? Très bien. Je crois en une chose, que ce soit les transitions maliennes ou guinéennes, la transition malienne ou guinéenne, toutes ces transitions finiront par finir. Elles vont partir. Mais ce à quoi aussi je crois, c'est qu'elles ne partiront que lorsqu'elles auront épuisé leur mission. Aucune pression, ni de la CEDEAO, ni d'aucune autre puissance ne va les faire partir. C'est des gens très déterminés, c'est pourquoi ils bavardent peu. Mais on ne peut pas braver la CEDEAO. Quoique ce qu'elle fait est injuste et du non-droit, et sans possibilité pour un État de faire recours. La CEDEAO, dans aucun de ses textes, n'a le droit de fermer un pays et fermer son économie, geler ses comptes. Ce n'est écrit dans aucun texte de la CEDEAO. Et on a infligé ça au Mali. Et tous les pays qu'on dit civilisés... Donc le Mali a eu tort finalement de braver l'institution sous-régionale? Non, mais ce n'est pas braver ça. Ça, c'était une guerre de survie. Sauf si que le Mali ne faisait pas ce qu'elle... dur entre le Mali et les responsables de la CEDEAO. Mais c'est normal. J'ai suivi ça, j'ai dénoncé. La CEDEAO n'a aucun droit de verrouiller un pays parce que l'âme de la CEDEAO, c'est de faciliter la libre circulation des biens et des personnes entre ces différents pays. Alors, vous ne pouvez pas vendre votre âme au diable. Quand on a fermé le Mali, je dis la CEDEAO a vendu son âme au diable. Lorsque vous interdisez à des pays frères de se fréquenter, de faire le commerce, mais vous avez vu la résultante. Le Sénégal a payé le prix le plus fort, plus que le Mali. La Côte d'Ivoire également. Chacun de ces pays a vu ses produits pourrir là-bas. Et finalement, ils sont revenus à de bons sentiments. Et ça donnait, quoique la mesure était injuste et illégale, mais ça donnait une leçon à tout le monde. Vous savez, le mal n'est pas que à juger et à condamner, mais il peut aussi inspirer le bien. Parce que ça a permis à la CEDEAO de savoir qu'il y a des États qui ne se laisseront jamais faire. Donc, les chefs d'État, en prenant d'autres mesures, ils vont se dire, ah, et si le pays refuse? Et si son voisin l'accompagne? Donc, la CEDEAO était au bord de l'implosion. On a dit de fermer le Mali, la Guinée a dit, on ne ferme pas notre frère. Et si ça continuait comme ça, la mesure de la CEDEAO n'aurait donné aucun effet. Et finalement, ils étaient obligés de lever l'embargo parce que d'autres pays frères n'étaient pas d'accord. Alors, si ça prenait une ampleur de 3, 4, 5, 6 pays, la CEDEAO était morte. Donc, ça l'a appris à savoir que ça, c'est notre poison. Si on prend une décision illégale, injuste, on risque d'en mourir. Oui, mais ça a permis aussi à chacun de ces États, la Guinée et le Mali, de savoir qu'on ne peut pas braver une institution comme la CEDEAO. Parce qu'il y a un principe, à travers le principe de subsidiarité des décisions, c'est la décision de la CEDEAO qui en emporte l'appui de l'Union africaine et de l'Union européenne et des Nations unies. Donc on peut nous faire beaucoup mal à des échelles beaucoup plus élevées. Sauf que ces pays-là, dont le Mali et la Guinée, reprochent à la CEDEAO d'être une institution manipulée par une certaine puissance étrangère, par exemple, comme la France. Elle le prouve. Lorsque vous prenez une mesure qui n'est pas proportionnelle à la faute que vous semblez incriminer, ça veut dire que c'est de la manipulation. Et maintenant, lorsqu'il y a un fait, on dit le crime profite à qui? S'il profite aux Occidentaux, alors la première des choses, c'est de dire qu'on est sûr que la CEDEAO soit manipulée par les Occidentaux. Quand un président sénégalais décide de fermer la frontière avec le Mali, un président ivoirien suit le pas, mais ce n'est pas pour le bien de leur peuple. Alors si c'est même contraire à leur peuple, ça veut dire qu'ils sont soumis à une pesanteur qui dépasse leur capacité de décision. C'est là où on voit la main impérialiste derrière cette décision. Mais puisque le colonel Doumbouya est affranchi de toute cette pesanteur, il a dit non, on ne peut pas fermer un pays frère. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les deux transitions, ce qui est évident, c'est qu'elles vont être menées à terme, elles vont partir. Maintenant, c'est après les transitions qu'on va les juger. Le bilan, qu'est-ce qui aura été récupéré en termes des biens de l'État expoliés, qu'est-ce qui aura été récupéré en termes de gestion
du bien public et la morale qui s'ensuit et qu'est-ce qui aura été fait comme infrastructure, etc., etc. Donc, dans chaque domaine, on va rentrer maintenant à analyser les faits. Comme alternative à la CEDEAO, des voix s'élèvent dans nos pays déjà pour réclamer une fédération entre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Une demande justifiée et réalisable. Vous savez, les Guinéens et les Maliens ont eu l'opportunité de réfléchir bien avant. Depuis les indépendances, nos aînés ont réfléchi sur cette forme de fédération. Mais elles ne pouvaient pas profiter parce que le Mali est dans une zone CFA, la Guinée est dans une zone indépendante, et donc la France, tant qu'elle sait qu'elle peut se nourrir de ses réserves des pays à zone CFA, et elle ne va pas lâcher ces pays. Donc c'est ce qui ralentissait cet élan-là. Moi, je crois que si on arrive à fédérer la Guinée, le Mali et le Burkina, nous allons devenir une puissance importante, non seulement économique, mais également agro-industrielle, parce que nos pays ont des potentialités qu'on peut, mais aussi minières. Nous avons des réserves minières, le Mali pour l'or, ils sont premiers, la Guinée pour la bauxite et le fer, nous sommes premiers, etc. Donc, on a des potentialités qu'on peut développer d'un pays à un autre, de sorte que nous allons être une forte puissance de la sous-région. Oui, mais avec toutes ces vertus et toutes ces potentialités, qu'est-ce qui peut bloquer la réalisation d'un tel projet, par exemple? C'est l'interférence de l'ancien colon sur la gestion et sa volonté de toujours avoir une mainmise sur ces pays. Vous savez, les gouvernements européens, en fait, ils sont pas très intelligents. Les Européens, c'est des peuples extraordinairement fabuleux. Ils sont très bien, très humains et c'est vraiment des personnes avec lesquelles les peuples africains peuvent bien échanger, se comprendre, se compléter et avancer. Mais les gouvernements européens sont très voraces, très néfastes. C'est eux qui détruisent les autres continents, ils nantissent leur pays, mais ils mentent à leur population, ils font croire aux Européens que les Africains deviennent une charge quand ils viennent chez eux, et ça crée une certaine phobie de l'autre. Si vous voyez au niveau de ces pays européens, les extrêmes droites se développent parce qu'ils pensent que ce sont les étrangers qui causent leur malheur. Mais leur gouvernement ne leur dit pas que vous vivez de l'apport de notre destruction sur l'économie de ces étrangers-là. Alors aujourd'hui, le problème, si on arrive à fédérer ces États-là, oui, nous arriverons à asseoir un développement, mais des plus rapides. Mais est-ce que la transition n'est pas le meilleur moment pour aller à cette fédération quand on sait que ce n'est pas un pays comme la France qui va dicter quelque chose à un pays comme le Mali, la Guinée ou le Burkina Faso, par exemple? Effectivement, aujourd'hui, il faut que nous, les politiques, on réfléchisse sur ça. Que les élites politiques en Guinée, au Burkina, au Mali réfléchissent sur cette forme de fédération. Et d'ailleurs, je crois que c'est une idée qui a emporté une éminence grise du Mali en la personne de Madiba, Mohamed Cherif Haïdara, qui est le président du CSDM, qui est un panafricain convaincu et qui soutient cet élan-là. Et il y a des accords entre la Guinée et le Mali dans ce cadre-là. Il suffit juste que l'opportunité est que les gens soulèvent et qu'on aille à ça, parce que à la refondation, c'est à ce moment qu'il faut mettre les bases de l'édifice que nous voulons avoir. Donc c'est bien le moment, ici est très bien, si les enjeux géostratégiques et politiques du gouvernement malien, guinéen et burkinabé leur permettent une telle sérénité. Parce qu'aujourd'hui, sous l'effet de beaucoup de pesanteurs, ils sont en train de gérer leur transition, mais ça bouillonne en bas. On me signale déjà que l'émission tire vers sa fin. Monsieur Diallo, honorable Diallo, comment se porte votre parti déjà, l'UMP? Bien, l'UMP, Union pour un mouvement populaire, c'est un parti qui est installé en Guinée, dans la quasi-totalité des régions. Maintenant, dans les préfectures, il y en a où on n'est pas présent. Nous sommes présents en Afrique, notamment au Mali ici, et au Sénégal, au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays où il y a une grande majorité de Guinéens. En Europe également, on a une grande fédération dans le Benelux.
hein, qui est installée à Bruxelles, qui est la capitale européenne. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mener des réflexions pour pouvoir aller aux thématiques de nous préparer pour les élections prochaines. Nous allons aller au niveau des mairies, au niveau de l'Assemblée, et puis après, au niveau de la présidentielle, on verra bien. Maintenant, si dans le cadre de la fédération, il était consommé, oui. Ben, je vais être un futur candidat aux élections présidentielles maliennes. Oui. Nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Un dernier mot à tous nos téléspectateurs du côté de la Guinée et d'ailleurs. Très bien. Je salue les compatriotes guinéens et je salue également tout le peuple malien qui est un vaillant peuple. Et je remercie tout le monde pour l'hospitalité dont je suis bénéficiaire depuis mon arrivée au Mali. Et j'encourage les autorités maliennes et je salue également le président de la transition et le Premier ministre. Je souhaite que nos transitions soient les dernières cette fois-ci et que nos peuples connaissent un épanouissement, un développement durable où chacun peut avoir le droit à se défendre, à se nourrir, à avoir le minimum pour sa survie et pour la sauvegarde de sa dignité. Honorable Diallo, merci d'être passé. Merci à vous. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Dimanche Invité qui recevait comme invité l'honorable Boubacar Sidiki Diallo. Il est président du parti UMP, Union pour un mouvement populaire. Il est aussi ancien député à l'Assemblée nationale de Guinée, aussi ancien membre du CNT sous la transition dirigée par le général Segouba Konaté. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de l'Afrique centrale. Au revoir.